Alors, les causes de la fibromyalgie, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas en 2021. Je prends mes notes. J'ai décidé de faire cette vidéo pour les mêmes raisons que j'avais décidé de faire mes premières vidéos de cours de maths en 2013, parce que j'avais remarqué que sur YouTube, il y avait des personnes qui disaient qu'ils expliquaient comment on additionne des fractions, et leurs explications c'était pas correct. Donc j'ai fait mes propres vidéos pour lutter contre cette désinformation sur ma chaîne YouTube Charmusel. Alors vous allez me dire que je suis prof de maths et pas médecin. Bah oui, je suis prof de maths, chansonnière, j'ai quelques compétences autres, voilà, composition musicale, tapage de partition, montage vidéo. Mais en tant que prof de maths, j'attache une très grande importance à la rigueur des informations que je donne. Et les informations que je vais vous donner ici, je les tire d'un livre, écrit par un médecin, une rhumatologue qui s'appelle le docteur Anne Dumollard, qui a sorti en 2014 le livre Comprendre et reconnaître la fibromyalgie pour mieux la soulager. C'est le livre le plus sérieux et le plus exhaustif de tous ceux que j'ai pu lire concernant la fibromyalgie jusqu'à présent. Je ne les ai pas tous lus. J'aime bien les chaînes YouTube dans lesquelles les informations qu'on donne sont rigoureuses et documentées et où les sources sont citées, comme la chaîne de l'audace d'être soi, la chaîne de Randa, vers laquelle je vais vous renvoyer tout à l'heure à propos du syndrome de stress post-traumatique complexe. Je sais aussi que j'ai choqué certaines personnes dans ma vidéo sur le tramadol ou dans celle qui s'appelait Marre des centres antidouleurs, quand je dis le paracétamol c'est du pipi de chat. Mais là il ne faut pas considérer que c'est une information générale. Je le disais seulement pour mon cas personnel de mes douleurs à moi. Parce que sur mes douleurs à moi, le paracétamol n'agit pas. Alors que mon voisin, celui qui me fait le jardin là, qui tend la pelouse là, et ben lui quand il a mal au dos, il prend du paracétamol et pouf, il va beaucoup mieux, il trouve que c'est magique. Voilà. Et moi le paracétamol ça marche, mais pour faire baisser ma fièvre quand j'en ai. Par contre pour quand j'ai mal au crâne, quand j'ai mal au ventre, quand j'ai mes douleurs musculaires de la fibromyalgie, il marche pas du tout. Donc voilà, le paracétamol c'est pas du pipi de chat en général, le paracétamol c'est du pipi de chat pour mes douleurs. Petite parenthèse, parce que parfois ce que je dis ça ne concerne que mon cas personnel et ça n'a pas à être interprété comme une règle générale. D'ailleurs en général je suis contre les généralisations et je traite le maximum de choses au cas par cas. Moi je trouve qu'on généralise trop, qu'on constate quelque chose dans un cas particulier et après on dit que c'est vrai dans le cas général et c'est pas le cas. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est de traduire certaines choses que j'ai lues dans ce livre dans un langage un peu plus accessible que celui qui y est utilisé si vous lisez le livre, afin que ce soit compréhensible par le plus grand nombre d'entre vous. Voilà, je ne suis pas médecin, mais je suis enseignante. Mon travail, c'est de rendre les choses compréhensibles et accessibles pour instruire les gens. Mais je suis aussi un être humain, ça veut dire qu'il m'arrive souvent même de faire des erreurs. J'ai même vu une erreur là que j'ai laissée il n'y a pas longtemps dans une vidéo de maths qui est là depuis 2019. Ça me rend un peu malade d'avoir laissé des erreurs dans mes vidéos de maths. Il faut que je la corrige absolument. Je suis une étourdie. Alors le raisonnement, bien sûr, je le connais, mais je fais beaucoup d'étourderies. Donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je dis dans mes vidéos. Pensez à prendre vos propres informations, mais ça c'est valable pour tout, dans tous les domaines. Hein. Vérifiez les sources, gardez votre esprit critique surtout. Essayez au maximum de vous instruire. Lutter contre la désinformation, c'est l'un de mes principaux buts dans mes 3 chaînes YouTube. Le premier, en fait, c'est quand même d'aider les gens. D'aider les gens, que ce soit avec les maths ou avec de la musique. Mais voilà, je veux lutter contre la désinformation, contre des informations qui circulent et qui sont fausses. Que je fasse des vidéos sur les maths ou sur ma chaîne de musique Claire Lebert-Lauvergne, parce que souvent c'est pour apprendre des chansons, pour apprendre à chanter, et je trouve que c'est important qu'on apprenne le bon rythme et qu'on utilise les bonnes harmonies. Donc je suis aussi attachée à la rigueur, même dans mes vidéos de musique. Certaines personnes donc sont très agacées par mon côté prof, je sais tout, mon côté psychorigide, c'est comme ça et pas autrement. Mais oui, c'est normal hein, que j'agace les gens, on peut pas plaire à tout le monde. Alors ce qu'il y a de bien avec YouTube, c'est que vous choisissez vos vidéos. Si moi je vous agace, vous allez voir les vidéos de quelqu'un d'autre, voilà. Soyez pas masochiste, regardez pas des vidéos qui vont vous agacer. Si j'ai précisé dans le titre de cette vidéo ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, c'est parce qu'il est primordial, avant toute chose, d'être conscient de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Je me souviens qu'à l'IUFM, quand je suivais les cours pour devenir prof, c'était en 1996, mais je m'en souviens encore, on a appris dans les cours de méthode ce que c'était que la métacognition. La métacognition, en fait, c'est le fait de savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et on nous disait que les élèves qui étaient métacognitifs, c'est-à-dire qui étaient conscients de ce qu'ils savaient et de ce qu'ils ne savaient pas, réussissaient mieux
que les élèves qui ne l'étaient pas. Donc c'est pas parce qu'on ne sait pas quelque chose qu'il ne faut pas quand même se réjouir du fait de savoir qu'on ne le sait pas. Donc l'important c'est de savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas et de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. En tant que prof de maths, j'ai un grand amour de la vérité, parce qu'en mathématiques, quand vous avez une affirmation, vous l'avalez pas comme ça, vous dites pas oui, c'est vrai, je fais confiance, l'information elle est vraie. Non, vous commencez par la vérifier, et vous faites une démonstration, et si à la fin vous prouvez qu'elle est vraie, c'est qu'elle est vraie. Puis si vous tombez sur un i, c'est qu'elle était fausse, c'est ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. C'est quand vous prouvez que quelque chose est faux, parce que vous prouvez que l'une de ses conséquences est fausse. Ouais, mais là, c'était pas un cours de maths que je vous faisais. Sinon, dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous dire, comme beaucoup d'entre vous le savent, que de nombreux médecins à l'heure actuelle ne sont pas encore informés suffisamment sur la fibromyalgie, et il y a même un certain nombre de médecins qui disent qu'elle n'existe pas, que c'est juste dans la tête. Et c'est ce qu'on appelle les fibrosceptiques. Ils ne croient pas à l'existence de cette maladie, la fibromyalgie. Donc, en fait, ce que je vous dis là, c'est que certains patients en savent plus sur la fibromyalgie que certains médecins. Bon, alors que nous dit le docteur Anne Dumollard dans son livre, page 19. Page 19, historique. Elle nous dit que la fibromyalgie n'est pas une maladie récente ni à la mode, qu'elle a été décrite pour la première fois par William Balfour, un chirurgien à l'université d'Édimbourg en 1816, mais la fibromyalgie ne s'appelait pas fibromyalgie à l'époque, elle a été appelée myite, fibrosite, fibromyosite, du temps où l'on pensait que c'était surtout une maladie musculaire d'abord. Après, au XXe siècle, on a dit « Oh, mais tout ça c'est dans la tête, c'est des causes psychologiques », alors on l'a appelé rhumatisme psychogène ou rhumatisme psychosomatique. Et en 1976, un certain Hensch, je crois qu'il est docteur, utilisera pour la première fois le mot fibromyalgie qui sera repris par le docteur Yunus en 1981. Mais on nomme aussi à ces périodes cet ensemble de symptômes un SPID. Non, ça ne veut pas dire que vous êtes SPID quand vous êtes fibromyalgique, parce que quand vous êtes fibromyalgique, généralement vous êtes raplapla, vous n'êtes pas tellement SPID, vous avez pu être SPID avant. Mais ça s'écrit SPID, ça veut dire syndrome polyalgique idiopathique diffus. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Polyalgique, ça veut dire plusieurs douleurs. Idiopathique, ça veut dire deux causes inconnues. Et diffus, ça veut dire en médecine que ça peut concerner n'importe quelle partie du corps et plusieurs parties, c'est pas sur une seule partie du corps. C'est pas sur une zone précise. C'est depuis 1992 que la fibromyalgie est classée comme maladie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le docteur Yunus donne en 2010 cette définition de la fibromyalgie dans un rapport nommé Syndrome fibromyalgique de l'adulte de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Donc je l'ai là, la définition, page 20. Le syndrome fibromyalgique ou fibromyalgie, c'est la même chose, symptôme fibromyalgique et fibromyalgie, se caractérise par des douleurs diffuses, donc pas localisées à un endroit du corps, persistantes ayant un effet sur les capacités fonctionnelles, c'est-à-dire les capacités du corps à fonctionner, en les amoindrissant de manière variable selon les personnes et dans le temps. La douleur chronique en est le symptôme principal, elle est singulière, diffuse, persistante, variable selon le moment, elle peut parfois prendre la forme d'une hyperalgésie ou d'une allodynie. Les personnes qui ont un syndrome fibromyalgique souffrent très fréquemment de fatigue chronique et de perturbations du sommeil, mais aussi de troubles de la cognition, de perturbations émotionnelles, comme on a pu le constater chez les populations de patients douloureux chroniques. Il semble que la douleur soit constante alors que les autres symptômes peuvent être différents. La douleur, les troubles de la mémoire, une difficulté de concentration, les troubles attentionnels, la fatigue entraînent des difficultés dans les activités de la vie quotidienne, des répercussions familiales et sociales avec des difficultés à se maintenir dans l'emploi et un repli sur soi, un isolement, une qualité de vie amoindrie ont été rapportés par les patients aussi bien dans la littérature française que dans le cadre de ce rapport. Alors oui, donc c'est un petit peu indigeste avec des mots compliqués, je vais vous en expliquer certains, on va faire ça prof, elle fait encore ça prof, celle-là, bah oui normal je suis prof. Alors qu'est-ce que l'hyperalgésie? C'est quand vous ressentez une douleur bien plus fortement que vous ne devriez la ressentir.
Quelque chose qui est censé vous faire juste un petit peu mal, ça va vous faire beaucoup mal. Qu'est-ce que l'allodynie? Eh bien, c'est quand un stimulus qui ne devrait pas vous faire mal, eh bien, en fait, vous fait mal. Genre, quand on vous caresse, ou qu'on vous masse, ou qu'on vous touche, ça ne devrait pas vous faire mal. Alors, moi, j'ai certaines parties du corps où, quand on les touche, ça me fait hurler, parce que je souffre de ce qui s'appelle la vulvodynie, qui est une allodynie des parties intimes de la femme. Mais par contre, j'ai pas mal quand quelqu'un me touche, ou me caresse la peau, ou me serre la main quand c'est pas trop fort, parce qu'il y en a, ils me font mal quand ils me serrent la main. Hein. Et il y en a, rien qu'avec le contact des vêtements, des fibromyalgiques, ils craignent, ça leur fait mal. Quand on les touche, eh ben, ça dépend vraiment des malades. Il y en a à qui ça le fait, il y en a à qui ça le fait pas. Donc ces symptômes varient beaucoup, à la fois d'une personne à l'autre, mais aussi pour une même personne, d'un moment à l'autre. Alors dans cette définition, grosse définition, le docteur Yunus dit que la douleur est singulière. Alors je ne suis pas sûre de ce que ça veut dire, singulier, mais je dirais que c'est une douleur qu'on rencontre spécifiquement dans cette maladie. C'est comme ça que je le comprends, mais je suis pas sûre. Hein. J'ai essayé d'aller voir les définitions de singulier. Ça m'a pas tout à fait conforté là-dedans. Diffuse, donc j'ai déjà expliqué ce que c'était. Les troubles de la cognition, ça veut dire des difficultés à réfléchir, à comprendre ou même à parler. Moi, à des moments, on me prend vraiment pour une demeurée parce que j'ai tellement mal ou je me sens tellement fatiguée que j'ai du mal à penser ou à comprendre ce qu'on me dit. Je crois qu'une fois, mon frère, il m'a eu au téléphone et il s'est dit « mais elle est complètement gaga ». Bah ouais, j'étais vraiment pas bien ce jour-là. Mais c'est pas tout le temps, c'est à certains moments, c'est le même effet que quand vous n'êtes pas bien réveillé le matin que vous êtes encore dans le pâté, quoi. C'est à peu près ça. Les perturbations émotionnelles, c'est quand on a du mal à être bien maître de soi, à gérer ses émotions, à avoir du sang-froid et tout. Bah, beaucoup de fibromyalgiques sont des grands anxieux, des grands angoissés. Mais les grands anxieux, les grands angoissés, il n'y a pas que les fibromyalgiques qui le sont. Donc le docteur Yunus, il dit que c'est le cas de nombreuses personnes qui ont des douleurs chroniques, mais aussi même des personnes qui n'ont pas des douleurs chroniques. Par exemple, il m'arrive certains jours de ressentir physiquement les symptômes de la peur. J'ai peur. Ah, ça serre là, j'ai une angoisse, mais seulement je ne pourrais pas te dire de quoi j'ai peur parce qu'il n'y a pas de cause à cette peur. Je ne pourrais pas dire j'ai peur de ci ou j'ai peur de ça. C'est juste mon corps qui a peur, mais pas ma tête. Donc bon, la fibromyalgie, elle me fait ça, et la première fois que j'ai ressenti ces choses-là, ça m'a super inquiétée. Je me disais, mais il va m'arriver un truc, une catastrophe, parce que je ressentais physiquement la peur, alors que je ne voyais pas quelle cause pouvait avoir cette peur. Je me souviens, c'était à la fin de l'année de seconde, quand j'étais en seconde, en 1991. Voilà, ça me faisait ça. Déjà, certains après-midi notamment. Alors, il écrit aussi, il semble que la douleur soit constante. Alors attention, ici pas de malentendu. Il ne veut pas dire qu'on a mal tout le temps. Il veut dire que tous les fibromyalgiques ont mal. La douleur est constante, ça veut dire que vous demandez à tel fibromyalgique, il a des douleurs, tel fibromyalgique, il a des douleurs, tel fibromyalgique, il a des douleurs. Tous, ils ont des douleurs. C'est ça qu'il appelle la douleur est constante. Mais ça ne veut pas dire que les fibromyalgiques ont mal tout le temps. Alors, il y en a qui ont mal tout le temps, il y en a qui ont mal que de temps en temps. Moi, j'ai mal presque tout le temps, mais il y a des moments, parfois dans la journée, du genre quand les médicaments agissent bien, où je vais me sentir bien avec pas de douleur, pratiquement pas de douleur, mais ça va pas durer plus d'une heure ou deux. Mais à ces moments-là, comme j'ai lu sur un groupe, c'est Disneyland quoi. On est trop bien, surtout quand on a pas mal et qu'on n'est pas fatigué, alors là on se dit waouh, c'est la fête. Bon. Voilà, mais je sais pas si vous avez remarqué dans cette définition, en fait, il n'y a rien sur les causes. Elle fait une description résumée de ce dont souffrent les patients fibromyalgiques, mais elle ne donne pas la cause de la fibromyalgie. Alors, page 23, le docteur Dumolard écrit que les symptômes de la fibromyalgie sont vagues et qu'il n'existe aucune anomalie ni biologique, c'est-à-dire quand on fait des analyses, ni à l'imagerie, c'est-à-dire quand on fait des radios, des scanners, des IRM, des échographies, enfin des examens qui nous donnent des images, mais dans les techniques d'évaluation habituelles. C'est très important de préciser ça, parce qu'il n'y a pas d'anomalie dans les analyses ou les imageries habituelles de routine, mais il va y en avoir à certaines imageries ou à certaines autres analyses. C'est très important à préciser. Donc il n'y a aucune anomalie ni biologique, ni en imagerie habituelle qui détecte ou explique les symptômes.
On a bien constaté des anomalies avec certaines imageries ou certaines analyses dans la fibromyalgie, j'en parlerai tout à l'heure. Mais ce ne sont pas ni des imageries habituelles, ni les analyses comme on nous en prescrit dans les centres antidouleurs, ou même par les médecins, ou chez les rhumatologues, etc. Ce pas les choses classiques. Ce sont des anomalies de fonctionnement du cerveau qu'on constate avec des IRM qu'on dit fonctionnelles, des anomalies dans les mitochondries. Les mitochondries, c'est les parties des cellules qui produisent l'énergie. Oui, il y a des études qui ont montré que les mitochondries chez les fibromyalgiques sont atrophiées. Et moi j'avais remarqué que depuis que je suis petite, quand je fais du sport, mon muscle n'arrive pas à produire suffisamment d'énergie et tout de suite je vais avoir mal. Voilà, il y a aussi des anomalies dans les neurotransmetteurs. Alors, les neurotransmetteurs, ce sont les substances qui transmettent les messages nerveux, les substances chimiques produites par le corps, qui transmettent les messages nerveux, les messages qui vont du cerveau au muscle par exemple, mais bon, beaucoup d'autres, ceux qui indiquent la douleur aussi, qui indiquent au cerveau la douleur, tout ce qui passe par les nerfs. Donc ce qu'il est important de retenir à propos de la fibromyalgie, c'est que ce n'est pas parce que la douleur et les autres troubles ne sont pas visibles dans les imageries classiques ou dans les analyses, c'est pas parce qu'on ne voit rien aux examens que la douleur n'est pas réelle et que les autres troubles ne sont pas réels. Il ne s'agit pas ni de douleur ni de troubles imaginaires, ni même de douleur ou de troubles psychosomatiques, c'est-à-dire causés simplement par le psychisme, voilà, ou par les émotions. D'accord, quand les émotions sont très négatives, ça peut augmenter le ressenti qu'on a de la douleur, mais ce ne sont pas eux qui produisent cette douleur et qui produisent surtout la maladie de la fibromyalgie. Alors, page 217. C'est la fin du livre. Le docteur Dumolard donne des conseils personnels aux patients après avoir fait tout un exposé sur la fibromyalgie. Et le premier conseil qu'elle donne, c'est « Soyez déjà intimement convaincus que les symptômes que vous présentez sont une réalité telle que vous les ressentez. Ils ne sont pas une production de votre imagination ni une construction personnelle. Ils reposent sur des supports physiopathologiques. Vous mettez une définition là. Maintenant largement démontré sur le plan scientifique. » Elle écrivait cela en 2014. Alors c'est page 97 que le docteur Dumolard aborde différents aspects de la fibromyalgie et parmi ces aspects des causes possibles. Il y a d'abord une cause, je pense, qui peut être retenue comme vraiment étant l'une des causes de la fibromyalgie. C'est le facteur génétique. Alors, il existerait plusieurs gènes qui prédisposeraient à la fibromyalgie. Pas forcément, peut-être les mêmes chez toutes les personnes. Vous savez, les gènes qu'il y a sur les chromosomes et qui codent en fait des choses pour notre corps. Donc certaines personnes qui auraient ces gènes, au moins certains de ces gènes, pourront développer la maladie et celles qui ne les auront pas ne pourront pas développer la maladie. Mais ça, c'est le cas dans beaucoup de maladies. Par exemple, mon mari, il a une maladie génétique qui s'appelle la néoplasie endocrinienne multiple de type 1. C'est une maladie rare et c'est une maladie génétique parce que sa cause, c'est une mutation d'un gène du chromosome 11 qui s'appelle le gène de la ménine, voilà. Et ils sont plusieurs personnes dans sa famille à avoir cette mutation du gène et pourtant ils n'ont pas tous développé la maladie comme mon mari l'a développée. Mon mari il a développé une forme grave, une forme cancéreuse, mais la plupart des personnes de sa famille qui ont la même anomalie génétique, eux ont une forme, je touche du bois pour eux quand même parce que je ne voudrais pas que ça s'aggrave, ont une forme plus bénigne de la maladie où c'est pas allé jusqu'au cancer. Voilà, donc pour la fibromyalgie c'est pareil, il y a des gènes au départ, et si on n'a pas ces gènes, on ne peut pas développer la fibromyalgie, et si on a ces gènes, on peut ou ne peut ne pas développer la fibromyalgie, et on peut la développer, on ne sait pas à quel, plus ou moins gravement. C'est juste une prédisposition, une condition préalable génétique pour qu'on puisse avoir la fibromyalgie. C'est que je surveille mon chat. Les gènes qui prédisposent à la fibromyalgie seraient, d'après un monsieur qui s'appelle Offenbacher,
Pescher, il doit être docteur très certainement, des gènes du transporteur de la sérotonine associés au risque de développer une fibromyalgie par défaut de transport de la sérotonine. Vous savez que la sérotonine, c'est un neurotransmetteur du bien-être. On se sent bien, on se sent cool et ça aide aussi à préparer à l'endormissement parfois parce que c'est aussi un précurseur de la mélatonine. Faut que je vérifie, j'ai peur de vous dire des bêtises. Il y a d'autres gènes prédisposants qui codent les récepteurs aux opioïdes et d'autres qui affectent une enzyme, la COMT, catéchol O-méthyltransférase. Allez placer ça au Scrabble, il y a trop de lettres. En lui donnant des formes inhabituelles. Donc voilà, il y a des gènes qui font qu'il y a des choses qui déconnent dans nos neurotransmetteurs et dans les enzymes que notre corps produit et aussi dans nos récepteurs aux opioïdes, c'est-à-dire notre capacité à capter des dérivés opioïdes ou morphiniques qui sont antidouleurs. Alors ensuite, le docteur Dumollard évoque la théorie musculaire, parce que pendant longtemps on a cru que la fibromyalgie c'était une maladie musculaire. Alors c'est vrai qu'il y a des anomalies au niveau des muscles dans la fibromyalgie, c'est où qu'elle part de la théorie musculaire, c'est page 98. Donc comme celle des mitochondries dont je vous ai parlé, mais il y en a d'autres, voilà, c'est des anomalies qui ont été constatées, mais elles ne seraient pas la cause de la maladie, mais l'une de ses conséquences. Je cite le livre, il existe une déficience de l'endurance musculaire avec tendance plus fréquente au microtraumatisme musculaire. C'est vrai que quand on fait un geste répétitif, quand on est fibromyalgique, on se fait vite mal, et parfois on se fait pas mal sur le moment, mais en différé, et c'est ça qui est traître. C'est que sur le moment, on ne se rend pas compte qu'on se fait mal, mais après, on douille à partir de la nuit suivante et pendant 3 jours. Bon. Donc, le muscle récupère moins bien après un effort. Ça a été prouvé, observé dans des études, donc c'est ce qu'il y a de plus réel. Dans la fibromyalgie, il y a des anomalies musculaires, les muscles ne fonctionnent pas bien et présentent certaines anomalies, mais c'est une conséquence et non la cause de la fibromyalgie. C'est l'un des symptômes. Puis, nous avons les troubles de neuromodulation de la douleur, page 99. Ouh là là, c'est quoi ça, les troubles de neuromodulation de la douleur? Alors là, pendant plusieurs pages, le docteur Dumollard explique ce qu'est la douleur, comment ça fonctionne et ce qui influe sur la manière dont on la ressent. Les facteurs qui influent sur le ressenti de la douleur sont multiples. Page 101, elle écrit « La douleur ne se résume pas à un problème corporel ». Page 102, le docteur Dumollard nous parle des nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, les IRM. Donc les IRM à la base, et pas seulement les IRM, il y a aussi les TEP. Voilà. Les IRM à la base sont une sorte de photo des organes à un moment donné. Les IRM classiques, si vous passez dans la machine à IRM, on photographie qu'une fois votre corps. On ne regarde pas ce qui se passe sur le temps, sur la durée. C'est un peu la même différence qu'entre une photo et une vidéo. Sauf que dans une IRM, on regarde en 3 dimensions. Voilà, mais ce qu'on va appeler les imageries fonctionnelles, c'est qu'on va filmer quelque part ce qui se passe dans votre cerveau, si c'est une imagerie fonctionnelle, et on va faire subir des petites choses à votre corps et on va voir comment réagit le cerveau. Donc là, on a des techniques qui s'appellent l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ou IRMF, et aussi la TEP qui s'appelle tomographie par émission de positons. Mon mari, on lui en fait pour sa néoplasie endocrinienne multiple de type 1, des TEP scans. On a remarqué grâce à ces techniques que le cerveau des personnes fibromyalgiques ne réagit pas normalement aux stimuli tactiles ou douloureux. Mais comme ces anomalies ne sont pas prouvées comme étant spécifiques à la fibromyalgie, on ne peut pas utiliser ces IRM fonctionnels ou ces TEP pour diagnostiquer la fibromyalgie. Et de plus, ce qu'on détecte ici, visiblement c'est une conséquence, c'est un symptôme, mais c'est toujours pas une cause de la fibromyalgie. Alors maintenant, après, on aborde un point, moi, qui m'a beaucoup intéressée. Nouvelle technique d'énergie cérébrale, c'est fibromyalgie et sensibilisation centrale, page 104. Le phénomène de sensibilisation centrale. Alors l'année dernière, je consultais une page d'un site québécois qui s'appelle psychomedia.qc.ca.
Ce site comporte beaucoup d'articles sur la fibromyalgie. Et dans ce site, il propose de faire des tests en ligne. Alors j'avais fait le test de l'impact de la fibromyalgie, qui est un questionnaire officiel. D'ailleurs, il est dans ce livre-là. Le test de l'impact de la fibromyalgie, voilà, il est à partir de la page questionnaire QIF de l'impact de la fibromyalgie, à la page 66. Mais je vais vous mettre un lien aussi pour que vous puissiez le faire sur le net. Donc j'avais fait ce test-là qui me disait que je souffrais d'une fibromyalgie sévère. Mais c'est un test en plus, je trouve, comme ça pose des questions sur la semaine qui précède, ça peut changer, il peut y avoir des variations. Les médecins ils se servent de ce test pour savoir s'il y a des améliorations ou pas avec les traitements en fait. Ils vous font faire le test plusieurs fois pour voir si globalement les traitements vous améliorent ou pas. Mais il y avait aussi un test pour savoir si on souffrait du syndrome de sensibilité centrale, et là j'avais eu, non pas sévère comme résultat, mais j'ai eu extrême. Alors je vous mets le lien si vous voulez savoir où trouver ces tests gratuits en ligne. Je vous mets aussi le lien vers la vidéo de Vanessa, parce qu'elle l'a fait en fait en se filmant dans cette vidéo. Donc elle fait le test devant vous, et elle vous propose de le faire aussi. Vanessa de Moi Malade Imaginaire. La sensibilisation centrale, écrit le docteur Dumollard, page 104, est un concept émergent. Alors un concept émergent, ça veut dire une hypothèse nouvelle qu'on est en train d'étudier et de tester, qui a été posée en 2007 par le docteur Yunus. J'imagine qu'il s'agit du même docteur Yunus que celui des points Yunus en 1990. Vous savez qu'en 1990, à partir de 1990 et jusqu'à 2010, on diagnostiquait la fibromyalgie en appuyant sur des points pour voir s'ils étaient sensibles. Les fameux points Yunus qu'on voit partout sur les images là, de la fibromyalgie, vous tapez fibromyalgie sur le net, vous voyez des femmes, des corps avec des points rouges, là, donc ça c'est des points Yunus. Donc c'est je crois, enfin je sais pas, il s'appelle Yunus aussi, probablement le même, voilà, qui a émis l'hypothèse du syndrome de sensibilité centrale. Alors il y a une page, j'ai pas trouvé de page Wikipédia sur le Dr Yunus, par contre il y a une page Wikipédia sur la fibromyalgie qui me semble bien renseignée, qui me semble faire un bon résumé des connaissances actuelles sur la maladie, vous pouvez aller la voir. Les informations semblent à jour, elles correspondent à ce qu'il y a dans ce livre. Par contre, il ne s'avance pas à donner des causes précises ni sûres de la fibromyalgie, à part cette cause génétique qui est évoquée. Il parle bien de la prédisposition génétique, des troubles du sommeil et des facteurs environnementaux qui peuvent être déclencheurs de la fibromyalgie. Alors là, il faut faire un petit voyage dans le temps. En effet, la vidéo que je suis en train de monter date du mois d'avril, mais là on est au mois d'août et la page Wikipédia de la fibromyalgie a changé depuis. Alors ce que je vois, c'est que dans la rubrique physiopathologie, une étude de 2021 permet d'envisager la piste d'une maladie auto-immune, c'est-à-dire causée par des auto-anticorps. Et ça, c'est pas marqué du tout, la piste auto-immune, dans le livre du docteur Dumollard. Alors que moi, ça faisait plusieurs mois que je tapais sur internet fibromyalgie auto-immune, parce que je trouve que les symptômes sont tellement fluctuants et capricieux. Je m'étais posé la question, est-ce que ça pourrait pas être une maladie auto-immune dont je souffre? Les chercheurs ont injecté à des souris des anticorps IG grand G, provenant de personnes vivant avec la fibromyalgie, et ont observé que les souris ont rapidement développé une sensibilité accrue à la pression et au froid, ainsi qu'une réduction de leur force. Et oui, à la pression, à l'odynie, au froid, moi j'ai beaucoup de soucis avec les températures extrêmes, soit quand il fait très chaud, je suis complètement à plat, soit quand il fait très froid, j'ai mes douleurs qui augmentent, ainsi qu'une réduction de leur force. En revanche, les souris auxquelles on a injecté des anticorps provenant de personnes en bonne santé n'ont pas été affectées, ce qui prouve que les anticorps du patient sont à l'origine de la maladie, ou du moins y contribuent de manière significative. Donc les souris à qui on a mis des anticorps de fibromyalgique sont malades, et les souris à qui on a mis des anticorps de personnes saines ne sont pas malades. Donc il y a l'hypothèse, est-ce que la fibromyalgie pourrait être une maladie auto-immune ou pas? On revient en avril pour la suite. Par contre, il ne s'avance pas à donner des causes précises ni sûres de la fibromyalgie, à part cette cause génétique qui est évoquée.
Il parle bien de la prédisposition génétique, des troubles du sommeil et des facteurs environnementaux qui peuvent être déclencheurs de la fibromyalgie. Alors quels sont ces facteurs environnementaux qui peuvent faire déclencher la maladie une fois qu'on a le terrain génétique? Eh bien ça peut être du stress post-traumatique. Imaginez que vous viviez quelque chose d'extrême, par exemple les attentats du Bataclan, ou un gros accident, ou un deuil, que ça vous perturbe énormément, ça peut vous déclencher le début d'une fibromyalgie, c'est très connu ça. Il y a aussi par contre ce qui est moins connu, le stress post-traumatique complexe. Alors pour le stress post-traumatique complexe, je vous renvoie à 2 vidéos qu'a faites Randa de la chaîne L'Audace d'être soi, parce qu'elle est super documentée. En plus, elle vous fait des images anatomiques en 3 dimensions qui tournent pour bien vous montrer où sont les organes et tout. Je sais pas comment elle fait ça, c'est vraiment trop génial. Et elle fait vraiment du boulot sérieux, super documenté. Donc avec elle, vous saurez tout sur ce qu'est le syndrome de stress post-traumatique complexe. Donc là, c'est pas quand on a vécu une fois un gros traumatisme, mais c'est quand on a vécu sur une certaine durée beaucoup de stress ou sur une certaine durée des traumatismes répétés. Ça peut arriver dans l'enfance, ça peut aussi arriver à l'âge adulte. Imaginons qu'au travail, pendant des années, vous subissiez du harcèlement moral. Ça peut être déclencheur d'un syndrome de stress post-traumatique complexe. Bon, ça peut être aussi dans l'enfance, si vous avez grandi dans un milieu familial stressant ou bien dans un milieu scolaire stressant. On peut citer plusieurs choses qui peuvent générer du stress post-traumatique complexe. On cite les maltraitances, on cite les incestes. Mais bon, il ne faut pas s'arrêter forcément à ça. Surtout que c'est pas systématique dans les cas de fibromyalgie. Il y a des personnes qui ont eu une enfance cool et heureuse et qui développent quand même une fibromyalgie. Et bon, alors d'autres facteurs déclenchants, ça peut être des maladies ou des infections avec des virus. Par exemple, moi j'ai entendu parler de plusieurs personnes, des femmes qui avaient eu un cancer du sein, une chimio et tout, puis après elles ont eu une fibromyalgie. Et sinon, beaucoup de personnes qui ont la maladie de Lyme, après elles ont ce qu'on appelle un... Comment ça s'appelle déjà ? Un syndrome post-Lyme. Ça ressemble beaucoup à la fibromyalgie. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi l'autre jour et il m'a décrit ce qu'il avait, ça ressemblait vraiment à ça. Il avait eu une infection à la maladie de Lyme, il n'avait plus la maladie de Lyme, mais par contre, il avait encore des séquelles qui ressemblaient énormément aux symptômes de la fibromyalgie. Alors ça peut être dû... après une hépatite ou après une infection par le virus d'Epstein-Barr. Et moi je me pose une question, mais ça j'en sais rien du tout, j'ai rien lu et je sais rien à ce sujet, mais c'est vraiment une question que je me pose. Ce qu'on appelle les cas de Covid long, est-ce que ce serait pas des déclenchements de fibromyalgie suite à une infection au Covid? Est-ce que les Covid longs, ça serait pas des fibromyalgies? Alors j'espère que non, parce que si c'est que des Covid longs et pas des fibromyalgies, ça va s'arrêter. Mais si les symptômes perdurent, est-ce que le Covid peut pas, chez certaines personnes prédisposées, déclencher des fibromyalgies? Je sais pas, l'avenir nous le dira. Alors à propos du terrain génétique favorisant, j'ai lu certains commentaires en fait, aussi dans les vidéos de la fibromyalgie. Il y en a un qui m'a mis « La fibromyalgie, c'est les métaux lourds ». Alors, les métaux lourds, c'est quoi ça? Eh bien, j'ai lu un livre de Françoise Cambérac, depuis je l'ai prêté à quelqu'un d'autre, donc je ne l'ai plus, sur les maladies émergentes. Elle a écrit plusieurs livres sur les maladies émergentes parce qu'elle a été elle-même concernée, elle a fait beaucoup de recherches, et elle est comme certains patients en fait qui ont une maladie, eh bien, et comme la médecine n'apporte pas de réponse satisfaisante à ceux qu'ils ont, ils vont faire des recherches et ils vont aller plus loin et ils vont découvrir des choses. Et Françoise Cambérac, en fait, elle a découvert que dans le cas de sa fille, par exemple, tous les troubles qu'elle avait développés à partir d'un certain âge étaient dus à une infection aux métaux lourds qu'elle avait depuis qu'elle avait des plombages dentaires. Et si je vous dis le rapport avec la génétique, c'est parce qu'elle nous explique dans ce livre-là que parmi la population, il n'y a que 1/3 des personnes qui ont les facteurs génétiques qui prédisposent à l'intoxication aux métaux lourds. Sa fille, elle n'avait pas de problème avant qu'elle ait des plombages dentaires. Mais du jour où elle a eu les plombages dentaires, pendant l'année suivante, elle a eu tout un tas de symptômes qui ressemblent à ceux de la fibromyalgie.
Mais par contre, si elle n'avait pas eu le bagage génétique qui la prédisposait à ça, parce que les gens en fait qui ne sont pas prédisposés à l'intoxication aux métaux lourds, je me souviens de ça dans son livre, eh bien, ils les évacuent, leur corps les évacue naturellement. Et il y a certaines personnes prédisposées, eh bien, leur corps garde les métaux lourds, et c'est là que les troubles apparaissent. Voilà, donc c'est aussi des prédispositions génétiques, oui je crois que c'est ça. Mais je pense que c'est pas les mêmes que pour la fibromyalgie, celle des métaux lourds. Hein. Bon, je suppose même que non, mais on sait pas. Et quand on sait pas, faut dire qu'on ne sait pas. Alors, si vous soupçonnez que vos symptômes puissent être dus à une intoxication aux métaux lourds, il y a des youtubeurs qui sont naturopathes, qui ont fait des super vidéos là-dessus, qui vous expliquent tout, qui vous coachent, plein de choses quoi. Donc si vous pensez que vos symptômes sont apparus par exemple à la suite de plombage dentaire, ou alors parce que vous avez pu être intoxiqué aux métaux lourds pour une raison ou pour une autre, si vous avez vécu dans un environnement où il y avait de l'amiante ou j'en sais rien, d'ailleurs je sais même pas si c'est un métal, donc là allez voir les vidéos de ces naturopathes, j'essaierai... Oh, je crois qu'ils sont plusieurs, j'ai pas envie d'en favoriser un plus que l'autre, alors je vous dis pas, vous cherchez naturopathe, fibromyalgie, métaux lourds, je vous laisse trouver tout seul. Quand même, vous êtes grand, je ne vais pas vous coacher pour tout, enfin, vous diriger pour tout. Surtout que je vous encourage à développer votre esprit critique, donc c'est à vous de faire vos propres recherches, pas à moi de vous dire ce qu'il faut voir et ne pas voir. Par contre, le docteur Dumoulin, je crois qu'elle n'en parle pas, ou alors j'ai oublié. Dans le livre des métaux lourds, ça ne me dit rien. Pour en revenir à ce que c'est que le syndrome de sensibilité centrale, le fameux concept émergent, alors elle a fait un schéma ici, mais c'est en anglais que c'est marqué. En fait, il englobe beaucoup de troubles, et parmi ces troubles, il y a la fibromyalgie. Et quand j'ai fait le test questionnaire, donc j'ai obtenu un score non pas sévère mais extrême, alors que j'avais eu sévère pour l'impact de la fibromyalgie, parce que j'ai beaucoup de symptômes qui sont regroupés dans ce syndrome, comme la fatigue chronique, le syndrome de l'intestin irritable, les céphalées de tension, la tension tous les matins je me réveille avec la nuque qui brûle. Alors après je me prends un triptan, ça va mieux, seulement les triptans on n'en a droit que 12 par mois. Donc là j'ai un petit peu les boules quoi pour ces maux de tête que j'ai tous les matins. L'hypersensibilité chimique multiple, ça me pourrit bien la vie, parce que rien que certaines petites odeurs, parfois je sens même pas l'odeur, j'ai tout de suite mal au crâne, ça commence à faire mal là, puis là, voilà. Parfois je dis oh je commence à avoir mal au crâne, qu'est-ce qui se passe? Pourtant il n'y a rien, puis après je me rends compte ah bah si il y avait un fumeur là-bas, mais j'ai pas senti l'odeur de la fumée de cigarette, mais j'ai senti la douleur tout de suite quoi. Donc je suis hyper sensible à certaines odeurs, même certains détergents, certaines substances chimiques. Et ça c'est le caca-prout parce que bon, on peut sortir nulle part quand on est sensible à ça quoi. Puis même chez soi, il faut faire attention aux produits qu'on utilise. La vessie irritable, les nausées chroniques et la vulvodynie dont je vous parlais tout à l'heure, ça fait partie du tableau de la sensibilité, du syndrome de sensibilité centrale SSC. Vous pouvez regarder la page Wikipédia par exemple, ou je crois qu'ils en parlent aussi sur Psychomédia. Alors d'accord, ce syndrome serait à la base d'un certain nombre de troubles de la fibromyalgie. D'accord, mais ça ne nous renseigne pas sur les causes. C'est dû à quoi ce SSC, syndrome de sensibilité centrale? Wikipédia nous dit que c'est dû à des lésions du système nerveux central. Ah ben crotte, parce que dans la fibromyalgie, il n'y a pas de lésions visibles justement. Donc bon, ça va pas se résumer à ça, on peut avoir ça, mais pas forcément quand on a des lésions du système nerveux central, mais quand on a des dysfonctionnements du système nerveux central. Et justement, dans la fibromyalgie, je lis page 106, la sensibilisation centrale est un état caractérisé par une hyperactivité générale du système nerveux central avec amplification sensorielle en réaction à un large spectre de stimuli. Vous comprenez pourquoi je vous traduis un petit peu ce qu'il y a dans le livre. Donc la cause serait que, sans la présence de lésions, le système nerveux central fonctionne de manière anormale et que les taux de certains neurotransmetteurs, c'est-à-dire certaines substances, soient anormaux chez les patients fibromyalgiques. Par exemple, ce qui revient souvent, c'est qu'on n'a pas assez de sérotonine et qu'on a trop de substance P. Substance P, c'est un transmetteur de la douleur. Enfin, c'est quelque chose, quand on a beaucoup, on a plus mal.
Voilà, ça c'est pas du langage soutenu. Une hyperactivité du système sympathique. Alors le système sympathique, il n'est pas sympa du tout. Parce que le système sympathique, c'est lui qui s'active pour vous faire mal et pour vous stresser. Enfin, quand vous êtes stressé, vous activez votre système sympathique. Et c'est aussi le système qui active la douleur. Alors que celui qui est vraiment sympa, c'est l'autre, c'est le système parasympathique. Et lui, en fait, c'est un système qui freine le message de la douleur. Aussi, c'est le système qui va tempérer le stress. Voilà, une suractivité du système sympathique, mais peut-être même plus une sous-activité du système parasympathique qui contre les effets du système sympathique qui n'est pas sympa. Donc le système parasympathique, celui qui vous rend zen et qui inhibe le message de la douleur envoyé au cerveau. Donc des examens ont mis cela en évidence, des études, que chez les fibromyalgiques, il n'y avait pas assez d'activité du système parasympathique. Le système sympathique était trop activé, le système parasympathique pas assez activé. Mais là encore, on ne peut pas s'en servir pour faire le diagnostic de la fibromyalgie. Et c'est pas non plus une cause puisqu'on ne sait pas pourquoi c'est le cas. Et en plus, c'est pas spécifique à la fibromyalgie, ça existe aussi dans d'autres pathologies. Ces anomalies du système nerveux central. Voilà. D'ailleurs, on peut avoir le syndrome de sensibilité centrale pour toute autre chose que la fibromyalgie. Le docteur Dumoulin, page 109, parle du déficit des mécanismes endogènes de la douleur. Ben voilà, c'est ça, le mécanisme endogène de la douleur, c'est ce qui la freine. Donc c'est notamment le système parasympathique qui est faiblard chez nous. Il ne contre pas suffisamment le système sympathique, je vous ai déjà dit ça. Alors, page 110, il y a marqué quoi? Il y a marqué... Dans la fibromyalgie a été mise en évidence une augmentation dans le liquide céphalorachidien du taux de substance P et du nerf growth. Je ne sais pas comment ça se prononce, growth factor, G-R-O-W-T-H-F-A-C-T-O-R, qui sont des amines biologiques connues pour être corrélées avec la douleur. Donc voilà, c'est des substances qu'on trouve présentes quand il y a douleur. Plus bas, dans la même page, je lis plusieurs travaux ont montré chez les patients fibromyalgiques une diminution du taux sérique de sérotonine, sérique c'est-à-dire dans le sang, mais aussi du taux de son métabolite, l'acide 5-HIA, dans le liquide céphalorachidien. Alors un métabolite, c'est une substance à partir de laquelle se crée une autre substance, un peu comme si on disait que le raisin c'est un métabolite du vin. Sauf que là, ce sont des choses qui se passent au niveau moléculaire dans le corps. Hein. On va pas dire ça pour le raisin et le vin. Mais vous pouvez chercher métabolite sur internet. Alors, qu'est-ce que je lis? Page 110. Chez les patients fibromyalgiques, il y a une dysfonction du système de freinage de la douleur. Bon, bah ça, c'est ce que je vous répète depuis tout à l'heure. Page 111. Le docteur Dumoulin cite Serge Marchand, qui a fait partie de l'équipe québécoise qui a fait ses recherches. Et qu'est-ce qu'il dit, lui, monsieur Serge Marchand? Toute information nociceptive chez le fibromyalgique est amplifiée et le cerveau reçoit ça comme une tempête de douleur. Alors une information nociceptive, c'est un message de douleur reçu par le cerveau, mais qui pourrait être éventuellement ne pas être détecté comme douleur par le cerveau si le système parasympathique faisait bien son boulot, celui-là. Remarquez, lui non plus, il n'est pas sympa. Entre le sympathique qui nous fait mal et qui nous stresse, et puis le parasympathique qui, chez nous, fait pas bien son boulot, eh ben on n'est pas bien servi. Et ça, par contre, c'est pas le cas chez les patients qui ne sont pas fibromyalgiques. Qu'est-ce qui n'est pas le cas? Eh bien, que les informations nociceptives, là, c'est pourquoi il y a de l'allodynie et de l'hyperalgésie. C'est à cause de ce phénomène-là. Dysfonction du système de freinage de la douleur. Après, page 111, stress, ou la page 111, voilà. Stress et perturbation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et du système neurovégétatif. C'est là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots compliqués? Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure à propos du stress post-traumatique et du stress post-traumatique complexe. Ces différents stress auraient déréglé des organes dans notre cerveau
Et ça, Randa, elle nous l'explique bien dans ses vidéos sur le stress post-traumatique complexe. Elle explique qu'en fait, à force d'être stressé, eh bien, finalement, on a les amygdales cérébrales. C'est pas les amygdales de la gorge, c'est d'autres organes qui sont dans le cerveau, qui seraient hypertrophiés, qui auraient grossi, et qu'on aurait l'hippocampe qui aurait rétréci. Et que c'est pour ça que le stress pourrait être un déclencheur physiologique de divers troubles qu'on aurait, parce que ça finirait par modifier nos organes, nous modifier les amygdales et modifier l'hippocampe. Alors si j'ai bien compris, quand on a des grosses amygdales, on stresse à donf, et pour un rien. Et moi c'est mon cas. Ça a trop fait marrer l'infirmière et mon mari. J'étais en train de jardiner lundi, je me sentais plutôt bien ce matin-là. J'étais allée faire mes petits rempotages, là, j'étais assise à la table de jardin. Tout d'un coup, je fais ça. En fait, c'était l'infirmière qui était arrivée, je ne l'avais pas vue. Et bon, d'accord, alors elle vient, elle passe, elle fait ses piqûres à mon mari, et puis après elle repart. Puis je repars, moi, à mes petites plantations, je fais mes petits rempotages, et tout d'un coup, ben là c'était mon mari, mais il fait, mais t'es pas rassurée, toi. Et ça me le fait souvent. Ben ça doit être à cause de mes amygdales, là. Parce qu'il n'y a aucune raison pour quand je suis tranquille ou dans mon jardin, derrière la maison, à ma table, en train de faire mes petits rempotages, pour que je stresse à ce point. Un truc de ouf. Donc voilà, je vous renvoie à Randa. Elle explique super bien tout ça. Et pourtant, elle n'est pas plus médecin que moi. Non, parce que cette semaine, il y en a qui m'ont cassé les pieds en disant que j'avais pas le droit de donner des conseils sur les groupes de fibromyalgie parce que j'étais pas médecin. Je suis fibromyalgique quand même, j'ai l'expérience de certains médicaments. Le conseil que je donnais à quelqu'un, c'était de ne pas prendre du Xanax tous les jours en continu. Parce que sinon, on a une accoutumance et sinon, on n'arrive pas à l'arrêter. Et en plus, il disait que ça l'abrutissait, et bien sûr. D'autant plus si ça l'abrutit, il ne faut pas qu'il en prenne le matin, enfin. Un peu de bon sens, enfin bon, je me suis fait virer du groupe parce que j'ai trop fait ma prof. Et que j'étais pas médecin, en plus. Qu'est-ce que je lis, page 115 ? Le stress chronique aurait une incidence significative sur l'apparition et l'évolution de plusieurs maladies. Alors je pense que c'est pour ça que Jacques Martel, que j'ai critiqué dans ma vidéo du 18 janvier dernier, dans son grand dictionnaire des malaises et des maladies, a écrit que la fibromyalgie arrivait parce qu'on est trop perfectionniste. Alors c'est une théorie à laquelle je me suis opposée parce que c'est pas du tout vrai. Pour mon cas particulier, j'ai montré que le perfectionnisme était une conséquence et non une cause de ma fibromyalgie. Alors en fait son raisonnement c'est 1, on est trop perfectionniste, donc 2, on stresse trop, donc 3, il se passe des modifications biologiques dans notre cerveau, donc 4, on développe une fibromyalgie. Mais c'est pas si simple. Et j'imagine que ça peut peut-être être vrai dans certains cas, mais pas dans mon cas, et puis pas forcément dans tous les cas, faut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Faut pas généraliser, faut traiter les cas particuliers. Voilà. Donc c'est pas forcément parce qu'on est perfectionniste qu'on se déclenche une fibromyalgie, puis en plus si on n'a pas de prédisposition à la fibromyalgie, on peut être perfectionniste autant qu'on veut, on va pas déclencher une fibromyalgie. Donc on en est où dans notre inventaire des causes? Pour le moment, qu'est-ce qu'on a? On a la prédisposition génétique, puis le déclenchement éventuel par une infection virale, ou par une maladie, ou un stress intense, ou un stress chronique, mais aussi dans certains cas, les intoxications aux métaux lourds, sauf que j'ai pas encore parlé du gluten. Ça tombe bien, le docteur Dumoulin en parle, page 126, mais avant je dois parler des troubles du sommeil. Là je parle beaucoup trop, je suis en train de me déclencher un mal de tête. Je vous ai dit que le fait de parler ça me déclenchait des maux de tête, là c'est en train de le faire. Heureusement que c'est pour une bonne cause, que c'est pour une vidéo vraiment instructive. Alors, il y a quelques années, ma meilleure amie qui est médecin spécialiste en médecine interne, oui, si moi je suis pas médecin, ma meilleure amie elle est médecin, donc elle peut tout me dire, elle peut me renseigner sur tout. Elle m'a fait un super exposé sur le Covid et les vaccins récemment et waouh, elle est vachement au point, elle sait comment on les fabrique les vaccins, comment sont faites les études et à partir de quoi la différence entre les différents vaccins et aussi comment ça agit. Parce que moi là je voulais savoir s'ils étaient efficaces ou s'ils étaient dangereux, mais bon c'est pas le sujet de cette vidéo là, donc mais elle m'a tout bien répondu, c'était super, vraiment l'exposé qu'elle m'a fait. C'était un petit peu savant, c'est pas forcément accessible à tout le monde ce qu'elle a expliqué. Moi ça m'a rappelé des souvenirs de mes cours de biologie de terminale C en 1993 et 92. Alors, effectivement, chez les fibromyalgiques, on constate des troubles du sommeil.
Elle en parle page 117, le docteur Dumoulin. Mais les troubles du sommeil, ben pareil, ça va pas être forcément les causes de la fibromyalgie. Alors il y a des fibromyalgiques qui dorment pas assez, c'est la plupart, qui arrivent vraiment pas à dormir, qui arrivent pas à fermer l'œil de la nuit, puis qui sont crevés tout le temps. Alors vous avez moi qui la plupart du temps dort trop ou suis somnolente ou peut pas m'empêcher de dormir à n'importe quelle heure de la journée. Et elle me dit, ma meilleure amie, mais toi t'as toujours eu un gros besoin de sommeil. Je dis mais non, quand j'étais adolescente, moi je dormais 8 heures, ça allait, hein. J'avais ma vigilance. Après, dans la journée, c'est après, au fil des années, plus les années ont passé, plus j'ai besoin de sommeil, plus j'ai besoin de récupérer quand je faisais quelque chose, plus j'ai besoin de dormir. Et moi je suis une fibromyalgique hypersomniaque, sauf quand j'arrive carrément pas à dormir. Par exemple l'année dernière quand j'ai essayé le CBD, vous pouvez regarder ma vidéo du 15 février 2020, et ben là j'avais le cerveau qui fonctionnait à toute vitesse, j'étais devenue speed et j'arrivais plus à fermer l'œil. Mais par contre j'avais mes douleurs à la tête qui augmentaient. Et là depuis quelques semaines j'ai essayé un complément alimentaire, qui est bien, c'est pour ça que j'arrive à vous parler autant aussi, qui est bien pour le système nerveux central, voilà, mais le souci c'est qu'il faut que je l'arrête maintenant parce que j'ai quand même des effets secondaires à la noix. J'arrive plus à dormir, j'ai mes maux de tête qui augmentent, j'arrive plus à manger, j'ai des nausées tout le temps. Ça me rappelle quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais des nausées tout le temps, j'arrivais rien à manger, les gens pensaient que j'étais anorexique. Mais en fait, c'est juste que j'avais que des nausées tout le temps et c'était déjà la fibromyalgie, ça. Puis des maux de tête. Alors bon, avec ça, je suis speed, je suis super productive intellectuellement, mais pas tout de suite au bout de quelques jours. Mais là où je hallucine, vous voyez, c'est qu'il y a marqué apporte calme et sérénité. Et le CBD aussi, c'est marqué que c'est un sédatif, quoi. Quand je lis les articles de magazines sur le CBD, c'est ça calme, ça détend et tout. Chez moi, ça me rend speed. Que ce soit le CBD ou le Bilumex, Life Bilumex, ça me rend speed. J'arrive plus à dormir. C'est vraiment que je suis pas normale, hein. Mon corps il fonctionne pas normalement, mon système nerveux central non plus. Donc là je stoppe le Bilumex. J'en prendrai peut-être si après je me sens trop fatiguée et trop abrutie, mais surtout je vais arrêter d'en prendre tous les jours, ça c'est sûr. Voilà, et le CBD que je prends depuis un certain temps, moi il m'aide vraiment à me lever le matin, parce que parfois le matin je suis trop fatiguée pour me lever, je suis trop KO, et puis je prends mes gélules de CBD, je fais fondre sous la langue, parce qu'il paraît qu'il faut le prendre sous la langue, le CBD, il ne faut pas l'avaler. Et une demi-heure après, hop, généralement j'arrive, je suis bien. Si en plus j'avais pris mes tramadol, pour l'instant je suis encore accro au tramadol, j'espère m'en débarrasser un jour, mais si en plus j'ai pris mes tramadol à 7h du mat et qu'après je prends mon CBD à 9h du mat et que je me lève à 9h30, et ben maintenant j'arrive à faire au moins mes matinées. Parfois j'ai des coups de barre dans l'après-midi, j'arrive au moins à faire mes matinées, ça me change. Vous savez, c'est la fête quand on peut faire quelque chose. Tellement on a été frustrés de ne pas pouvoir. Et ça, elle nous met en garde aussi, docteur Dumoulin. Elle nous dit, attention, les fibromyalgiques, n'en faites pas trop les jours où vous y arrivez. Parce qu'ils veulent tellement rattraper le temps perdu, qu'ils ont perdu quand ils n'y arrivaient pas. Les jours où ils y arrivent, qu'après, ils ne se prennent pas soin d'eux et que hop, ils reperdent leur énergie trop vite. Donc j'en étais aux troubles du sommeil. On a fait des études qui montrent que les personnes atteintes de fibromyalgie ont un sommeil perturbé et peu réparateur, avec un manque de sommeil profond. Alors là c'est connu, je ne vous apprends rien, on le dit tout le temps à propos des fibromyalgiques, qu'ils n'ont pas une bonne qualité de sommeil, qu'ils ont trop de réveils la nuit, qu'ils manquent de sommeil profond, etc. Et quand on n'a pas un bon sommeil, on n'a pas une bonne récupération physique, psychologique et intellectuelle. Donc ça entretient les symptômes de la fibromyalgie. Mais ces perturbations du sommeil, est-ce que c'est la cause de la fibromyalgie ? À quoi elles sont dues en fait ? A priori, c'est pas la cause, il faudrait savoir à quoi elles sont dues, elles. Alors, qu'est-ce qui a marqué ? À quoi elles sont dues, page 119. Je lis. L'un des mécanismes invoqués pour expliquer ces symptômes est une carence en hormones de croissance sécrétées par l'hypophyse au cours des phases de sommeil lent qui troublerait la réparation musculaire. Intéressant, hein, l'hormone de croissance. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que je fais qu'un mètre 53 et demi, moi. Pourquoi au moins, j'ai pas au moins été aussi grande que ma mère qui faisait 1m58. Je
Je me suis toujours trouvée trop petite, j'étais toujours la plus petite de la classe et tout. C'est vraiment frustrant et casse-pied. En plus, mon mari, il se fout de ma gueule, il me dit que j'aurais dû manger plus de soupe tout le temps parce que moi, j'arrive pas à attraper les choses. Alors, soit je monte sur des marchepieds pour les attraper, soit je lui demande de m'aider à les attraper. Et il me dit, ouais, fallait manger plus de soupe. Ouais, sauf que lui, il aimait pas la soupe, il en a pas mangé. Moi, j'en ai mangé toute mon enfance. Ouais. Vous voyez l'ironie de la chose. Purée, il faut que j'arrête. Et Bennett a mis en évidence une carence en somatomédine C chez les sujets fibromyalgiques. C'est quoi ce truc, la somatomédine C? Eh bien, je lis sur internet au lien que je vous indique, tadam, qu'il s'agit d'une hormone produite en grande partie par le foie qui stimule l'hormone de croissance. D'accord. Bon, alors chez les fibromyalgiques, on n'a pas assez d'hormones de croissance, on n'a pas assez de somatomédine C, mais on ne sait pas pourquoi. Page 130. Le docteur Dumollard parle de l'équilibre acido-basique du corps. Et oui, ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans pourquoi on a mal, parce que votre corps est trop acide. On le voit souvent ça sur internet. En effet. Alors, qu'est-ce qu'elle écrit ? Oui, en fait, le fait que notre corps soit trop acide ferait qu'on aurait plus de douleur parce qu'on aurait plus d'inflammation. Voilà. L'équilibre acido-basique ou homéostasie du pH est une des fonctions essentielles de l'organisme. L'homéostasie, quand j'entends des conférences sur le CBD, il nous explique que le CBD est censé rétablir l'homéostasie du corps. C'est-à-dire les équilibres. Ici, on a l'équilibre acido-basique, mais je pense qu'il y a aussi d'autres types d'homéostasie. Même si de légères variations sont possibles, le pH plasmatique varie entre 7,38 et 7,42 au repos. Alors vous savez que le pH, si on est en dessous de 7, on est acide, si on est au-dessus de 7, on est basique. Non, nous, notre corps, il devrait avoir un pH entre 7,38 et 7,42. Petit rappel de mes cours de chimie de lycée, même de collège. On voit pas au collège ça, les acides et les bases. De multiples réactions enzymatiques sont dépendantes du maintien dans une étroite limite du pH des milieux extra- et intracellulaires. La rupture de cet équilibre, qui serait provoquée par des habitudes de vie et des modifications de l'alimentation, font pencher vers l'acidification, pourrait entraîner de nombreux troubles, fatigue, sensibilité au stress, douleurs, troubles digestifs, baisse de l'immunité. Ah, là on a peut-être une cause possible. Le mot homéostasie, donc je vous ai dit que j'entendais à propos du CBD. Le CBD, c'est le cannabidiol. C'est l'un des dérivés du cannabis, mais pas le seul. Il en existe plein. Il n'y a pas que le CBD, le THC. J'ai appris qu'il y avait CBG, qu'il y en avait un autre qui détend, je ne sais plus lequel. Oui, mais bon, c'est très à la mode, vous en avez forcément entendu parler. Page 131. Le docteur Wildon R. Farwell, épidémiologiste à Boston, s'intéresse particulièrement à l'équilibre acido-basique dans le risque de développement des maladies chroniques. Une étude prospective publiée en 2010 concernant 4525 personnes en bonne santé aux États-Unis met en évidence qu'un terrain acide est associé à une majoration significative des marqueurs de l'inflammation. Donc si vous avez un corps trop acide, eh bien on constate dans les analyses que vous avez des marqueurs de l'inflammation. Et l'inflammation, c'est quand des choses sont inflammées, ça fait mal. C'est pas l'unique cause de la douleur, c'est l'une des causes possibles des douleurs, l'inflammation. On peut très bien avoir mal sans avoir d'inflammation. Et surtout si la douleur est centrale. Si c'est une douleur... les douleurs neuropathiques, on a mal sans avoir d'inflammation, et les douleurs, ce qu'on appelle neuroplastiques, non plus. Ouais, je lis beaucoup de trucs. Et enfin, page 126, on parle de la sensibilité au gluten non cœliaque et au lactose. Alors, je reviens un peu en arrière. Voilà. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a une vidéo d'ailleurs qui dit « J'ai guéri de la fibromyalgie en arrêtant le gluten et le lactose ».
Il y a énormément de gens qui disent « Oh, bah, je vais beaucoup mieux depuis que je prends plus de gluten et de lactose ». J'ai même des amis qui n'ont pas la fibromyalgie mais qui ont d'autres problèmes douloureux ou d'autres problèmes de santé et qui ont vraiment besoin d'arrêter le gluten et le lactose et qui vont mieux, et dès qu'elles en reprennent, elles vont pas bien. Alors aux infos, on nous dit toujours oui, mais mon mari il croit ça, il croit ce qu'on lui dit aux infos, il croit qu'il faut arrêter le gluten que si on a la maladie cœliaque. Bah, je suis pas d'accord. D'abord, on a vu des reportages qui sont passés, je sais pas, il y a quelques mois, les soirs, qui montraient qu'il y avait certaines autres intolérances au gluten que la maladie cœliaque. Il y a la femme de mon cousin, elle a carrément une sorte de maladie de Crohn, je crois, qui irrite beaucoup son intestin. Elle a besoin d'arrêter le gluten aussi. Pas forcément le lactose, il peut y avoir d'autres intolérances au gluten qui ne sont pas la maladie cœliaque. Alors, moi j'ai essayé d'arrêter le gluten et le lactose pendant 4 mois en 2019. Mais sur moi, ça n'a pas marché du tout. J'ai pas eu d'amélioration de mes symptômes de la fibromyalgie. Au contraire, j'étais épuisée parce qu'il fallait tout cuisiner soi-même. Alors que moi, j'aime bien, quand j'ai un petit peu d'énergie, en profiter pour monter des vidéos, faire de la musique, faire des cours de maths et tout. J'ai pas envie de passer tout mon temps à la cuisine, quoi. Surtout que la cuisine, comme je suis petite, il faut tout le temps que je monte sur des marchepieds pour attraper les trucs, que j'appelle mon mari. Tu peux m'attraper ça? Fallait manger de la soupe. Bon. Non, il me dit pas, il fallait manger la soupe à tous les coups, mais bon, j'ai pas envie de le déranger tout le temps, il est fatigué, il est malade aussi, hein, mon mari, hein, bon. Alors j'ai passé ces 4 mois à être soit au lit et crever, parce que ça n'améliorait pas du tout ma fatigue, au contraire, soit en train de m'endormir sur ce que je cuisinais. Tout ce qui avait de bien, par contre, c'était mon intestin. D'habitude, quand j'allais voir ma généraliste et qu'elle m'auscultait, elle disait, il est pas content l'intestin. Et bien là, j'y suis allée pendant cette période-là, justement au mois d'août, parce que j'étais crevée, que j'arrivais plus à me lever. J'avais tellement de vertige que mon mari, il a dû vraiment m'escorter jusqu'à la voiture et m'emmener chez le médecin et me déposer chez le médecin parce que je tenais même pas debout. J'étais dans un état d'épuisement intense. Elle m'a examinée, elle me dit « Ah, il est content l'intestin ». Bah oui, j'étais en plein régime sans gluten et sans lactose. Et là, l'intestin, tout seul, plus de colite, plus de côlon irritable, plus de constipation, parce que vous savez, le gluten, c'est une espèce de colle, elle fait de la glu. Alors quand vous avez plus les choses qui sont collées, eh ben, c'est facile à évacuer parce que tout se délite. C'est plus agglutiné. Donc contre la constipation et l'intestin irritable, super, le régime me signalait. Mais par contre, moi, au bout de 4 mois, je l'ai arrêté parce que je pouvais plus rien faire d'autre. Et donc ce que j'ai remarqué à propos du régime, alors en plus il n'y a pas que le régime signalé, il y a différents régimes qu'on peut faire quand on a des troubles comme la fibromyalgie. Par exemple, une de mes amies m'a écrit récemment, parce que moi je m'inquiétais pour elle, parce que je me disais c'est pas vrai, elle fait un début de fibromyalgie, elle a des gros maux de tête, elle a des troubles de la cognition, hein, elle oublie les choses, elle pense plus à tout, elle est crevée. Je me dis, crotte, elle est en train de se faire une fibro, elle a trop stressé, elle a eu 5 enfants, là, en plus c'était le moment de du confinement, alors c'était trop galère, ils avaient 2 ordi pour 7 à la maison, il y en avait un qui était au lycée, 3 qui étaient au collège, et le petit dernier qui comprenait rien au fait qu'il fallait être confiné. Et la pauvre, et ils devaient télétravailler tous les deux, je me suis dit, elle a trop stressé, quoi, elle est en train de nous faire une fibromyalgie. Et ben elle m'a écrit qu'elle est allée voir un naturopathe qui lui a fait un régime très strict, mais par contre complètement personnalisé, c'est-à-dire adapté à à son vécu. Adapté à plein de choses. Il lui a posé plein de questions sur qui elle était, son histoire, etc. Et il lui a prescrit un régime, en fait, qui collait exactement à ce qu'elle avait. Et depuis qu'elle fait ce régime, elle est en forme, elle a plus mal. Purée, ça a l'air trop bien, les naturopathes. Hein. Surtout qu'en plus, il y en a qui proposent des consultations en ligne, des naturopathes. J'ai pas encore franchi le pas parce que je crois que là, avec le régime signalé, ça m'a tellement pris la tête. J'ai pas envie de me lancer dans un autre régime du tout. J'ai envie au moins de lâcher prise pour ce qui est de la nourriture. Arrêtez de me contraindre avec ça. La fibromyalgie, elle est assez contraignante comme ça. Je me sens pas prête tout de suite à aller voir un naturopathe. Et pourtant, quand je vois certains témoignages, je connais une autre personne qui a une fibromyalgie.
et qui, elle, vraiment est très très aidée par son naturopathe aussi. Ça donne quand même envie d'essayer. Ouais, et que ce régime-là, ça peut marcher aussi pour d'autres troubles de santé et d'autres maladies, et pas seulement pour la fibromyalgie. Et donc le naturopathe, il vous soigne avec une vision globale corps-esprit. Et le docteur Dumollard, elle en parle beaucoup des thérapies corps-esprit dans son livre. Elle dit que ça aide beaucoup dans la fibromyalgie. Sinon, proportionnellement, quand je vais sur les groupes de fibromyalgiques, il y a ceux qui, comme moi, ça leur fait rien, le régime signalé, sauf à l'intestin irritable. Et puis ceux à qui ça améliore beaucoup les douleurs et la fatigue. J'ai l'impression que c'est un peu 50-50. Voilà, donc c'est quelque chose à essayer. Vous faites peut-être partie des 50% que le régime signalé pourra aider. Le régime signalé, c'est sans gluten, sans lactose. Il faut éviter aussi le maïs et il faut réduire les sucres et prendre de préférence des sucres non raffinés. Voilà, je vous ai dit beaucoup de choses. Je suis pas sûre d'avoir fait le tour de tout, mais je suis sûre que dans les commentaires, si j'ai oublié des choses, vous me le direz. Je suis loin de vous avoir raconté tout ce qu'il y a dans le livre, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Je crains qu'il n'en existe plus beaucoup d'exemplaires en papier, mais vous pouvez aussi le télécharger en e-book. Alors si je fais le bilan de ce que j'ai raconté, pour les causes de la fibromyalgie dans cette vidéo, on aurait un terrain génétique prédisposant avec plusieurs gènes incriminés. Après un déclenchement des troubles qui peut avoir des causes variées, parmi lesquelles des infections virales, des cancers, et peut-être... Les cancers, c'est peut-être le cancer ou la chimio qu'on fait par derrière qui nous le déclenche, je ne sais pas. Des traumatismes, ça peut être aussi du stress post-traumatique complexe, mais parfois on trouve même aucune de ces causes-là. Ou alors, du moins la personne ne le sait pas, dans le déclenchement de la fibromyalgie. Et dans certains cas, donc ça pourrait être, les causes pourraient être les intoxications aux métaux lourds, ou alors le fait qu'on ait un corps trop acide, ou encore le fait qu'on ait une sensibilité au gluten non cœliaque ou au lactose. Et j'ai même lu aussi des articles à propos des candidoses chroniques. Vous savez, les candidats albicans. Ça porte un bien joli nom, ça, c'est des petits champignons inodores qu'on aurait en trop grande quantité dans le corps, et le fait qu'on en ait trop, ça déséquilibrerait notre flore intestinale. Oui, le microbiote, c'est aussi quelque chose de très à la mode, ils en parlent beaucoup dans Science et Vie. Et donc ça pourrait causer des troubles, genre de ceux qu'on a dans la fibromyalgie. Donc il y a les candidoses, et dans certains cas, on parle aussi, pour certains fibromyalgiques, de la neuropathie des petites fibres. On a détecté que certains fibromyalgiques avaient une neuropathie des petites fibres en leur faisant des analyses, mais pas tous, une partie seulement. Et on ne sait pas en fait s'il s'agit d'une cause ou d'une conséquence de leur fibromyalgie. Sinon, dans les articles, qu'est-ce qu'on lit aussi sur internet ? Donc ça, c'est pour... Voilà, dans celui-là, il parle d'un dysfonctionnement du shunt artério-veineux dans la fibromyalgie. C'est une espèce de système qui régule le froid et le chaud dans notre corps, notamment. Et vous savez, les fibromyalgiques, ça a toujours trop chaud ou trop froid. Ça fait beaucoup marrer mon mari. Je suis comme la fille des petits chapeaux dans la chanson de Jean-Jacques Goldman, dans son album Chanson pour les pieds. J'ai toujours trop chaud ou trop froid. Tiens, ma femme a chaud. Parce qu'il me voit, je suis en train d'enlever les couches. Tiens, ma femme a froid. Puis là, en ce moment, j'ai les orteils gelés, j'ai les orteils gelés, j'ai les orteils gelés, j'ai les orteils gelés, j'ai pas mon chauffe-pied. Bon. Voilà, j'ai tout le temps trop chaud ou trop froid. Donc moi, je veux bien qu'on ait un dysfonctionnement du shunt artério-veineux quand on est fibromyalgique. Pourquoi pas. Et aussi, il y a des articles qui parlent d'un dysfonctionnement du système immunitaire dans la fibromyalgie. Mais on ne sait pas si c'est cause, si c'est conséquence. Voilà. Donc, il faut faire attention, parce que c'est pas parce qu'on constate qu'on a deux choses qui sont corrélées, qui vont ensemble, que forcément on a l'un qui est la cause de l'autre. Si vous avez constaté que vous avez souvent B quand vous avez A, ou que vous avez souvent A quand vous avez B, ça peut vouloir dire que A est l'une des causes de B, ou que B est l'une des causes de A, mais ou que A et B ont une ou plusieurs causes communes. Et être tous les deux A et B des symptômes d'une cause commune. Le reproche que je fais à beaucoup d'articles dans des magazines genre Science et Vie, c'est de nous dire ah bah oui, mais ne pas faire de sport, ça provoque des problèmes cardiaques.
Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que les personnes qui ne faisaient pas de sport, A, avaient en général, B, plus de problèmes cardiaques. Mais ils ne se sont pas dit que aussi les problèmes B qui ont plus de problèmes cardiaques, eh ben, ne pouvaient pas forcément faire du sport. Et alors qui est la conséquence de l'un, qui est la conséquence qui est la cause, qui est la conséquence? Est-ce que les deux ne sont pas la conséquence d'autres causes? Moi, je vous fais un petit cours de logique, je suis prof de maths. Hein. Ne faites pas de déduction hâtive. C'est pas parce que vous avez remarqué que vous avez des choses A et des choses B ensemble que vous pouvez en déduire que A est la cause de B ou que B est la cause de A. Restons sceptiques. De la logique, de la rigueur, c'est tout ce que j'aime. Donc pour le moment, en 2021, on est loin de tout savoir sur la fibromyalgie. Si ça se trouve, eh bien, il n'y a pas qu'une seule fibromyalgie, mais il en existe plusieurs. Déjà, le fait que certains fibromyalgiques aient une neuropathie des petites fibres et pas d'autres, ça peut être deux maladies différentes. Et pourquoi qu'il n'y aurait pas, en fait, dans le même... On a regroupé, parce qu'il y a des symptômes communs, pourquoi on n'aurait pas, en fait, regroupé sous le mot fibromyalgie plein de symptômes communs, et bien qui, en fait, pourraient être plusieurs maladies différentes. C'est quelque chose que je me dis souvent, mais c'est juste une hypothèse. Voilà, je crois que je vous ai assez parlé pour aujourd'hui. Ça va faire une vidéo longue, ça va être compliqué à monter. J'espère que mon ordinateur va tenir le choc, parce que je lui demande de monter des vidéos mouse. Vous voyez que je vous oublie pas, que de temps en temps je poste un truc instructif, que je vous fais pas que des vidéos sur des chats qui vomissent leur Sheba, comme la dernière. Et puis surtout, je vous souhaite plein de courage et de garder le moral et l'humour, même si vous êtes raplapla et que vous avez des douleurs qui vous accablent énormément et qui vous empêchent de vivre normalement. Vous voyez, moi je suis quelqu'un que la fibromyalgie confine à vie, mais j'arrive quand même, et mon mari aussi c'est quelqu'un de très malade, mais il a énormément d'humour et on arrive à rigoler tous les jours même si on est malade et confiné. Voilà. Je vous fais des bisous. Des bisous virtuels. Hein. Bon, on est le 26 août 2021 alors que je termine le montage de cette vidéo qui est vraiment super longue. Alors ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis un résumé dans la description, suivi d'une liste de tous les liens que j'ai cités dans la vidéo avec le chronométrage, à quel moment en fait j'ai parlé de quel lien. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que parfois, il y a des patients à qui on donne un diagnostic de fibromyalgie alors qu'en fait, ils ont autre chose. Donc ce diagnostic est donné trop vite. Parfois, ils ont un syndrome d'Ehlers-Danlos. Parfois, ils ont un SAMA, syndrome d'activation mastocytaire. Mais ça, c'est drôlement dur à diagnostiquer. Donc si toutefois vous remarquez que vous déboîtez souvent des articulations, que vous avez la peau trop élastique, on peut soupçonner un syndrome d'Ehlers-Danlos et il faudrait dans ce cas que vous rencontriez un spécialiste qui connaît bien ce syndrome. Le docteur Amonet, qui a beaucoup œuvré a travaillé sur le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est le plus grand spécialiste, il pensait même que en fait, la fibromyalgie, c'était le syndrome d'Ehlers-Danlos. Or, c'est pas le cas dans tous les cas. Parfois, on met un diagnostic de fibromyalgie, mais il n'y a pas le SED derrière. Il arrive que des patients, on leur diagnostique une fibromyalgie, alors qu'en fait, ils avaient une sclérose en plaques débutante, mais qui ne se verra aux examens que quelques années plus tard. Donc ça, c'est les chocottes. Hein. Parfois, on leur diagnostique une fibromyalgie, alors qu'en fait, des années plus tard, on se rend compte qu'ils ont une spondylarthrite ankylosante. Et parfois, on leur diagnostique une fibromyalgie, alors qu'en fait, ils ont une mastocytose. Et dans le cas d'une mastocytose, on a aussi souvent des problèmes de peau, des problèmes de démangeaison et d'urticaire, comme j'ai. C'est pour ça que dans quelques mois, j'irai rencontrer un médecin qui me fera une recherche pour savoir si j'aurais pas, par hasard, une mastocytose. Et pour ça, normalement, une mastocytose systémique, il faut faire une biopsie de la moelle osseuse. Ou quand il y a des lésions de la peau, une biopsie de la peau. Voilà. Alors on ne sait pas si ce sont des pathologies sous-jacentes ou si ce sont des causes de la fibromyalgie. C'est ça qui est compliqué parce qu'on ne connaît pas réellement les causes de la fibromyalgie. Donc quand on rencontre ces symptômes-là, on pose le diagnostic de fibromyalgie si on ne trouve rien d'autre. Mais je pense que dans une vingtaine d'années, le mot fibromyalgie n'existera plus, puisqu'on saura détecter quelles sont les pathologies qui sont à la base de ces symptômes-là.
Mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. C'est pas à prendre comme une connaissance, quelque chose de connu. C'est juste mon sentiment. Je pense que dans 20 ans, on parlera plus de fibromyalgie. Mais on en aura beaucoup plus trouvé et j'espère on pourra mieux soulager les malades.